Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Bonjour Colette. Bonjour Dalila. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Bonjour à nos chères auditrices qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années, qui s'appelle Colette Chambrotte. Et qui est, comme on aime bien dire, une de ces sagesses incarnées, une de ces femmes à l'expérience très très riche, avec un bagage énorme, une expérience vivante, vibrante, et en fait, je l'ai choisi pour cet épisode en particulier, ou plutôt c'est l'épisode qui a choisi Colette. Parce que quand je suis allée la voir, je lui ai dit écoute, cet épisode, il est pour toi. Je le ressens, je ressens ça, et je trouve que tu es la personne qui l'incarne le mieux. Donc vous allez comprendre un petit peu, au fur et à mesure, l'essence de cet épisode-là. Moi, juste pour introduire rapidement Colette, donc c'est une femme qui est entrepreneur et que j'ai rencontrée dans un mastermind d'entrepreneurs. Et on a très rapidement connecté et commencé à discuter des choses de la vie, quoi. et on est très rapidement devenus amis. Et même si sur les derniers mois on s'est pas beaucoup donné de nouvelles, il y a toujours cette connexion particulière à cette je sais pas, quelque chose de peut-être qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer, c'est comme ça. Et je pense que Colette aussi, elle est comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'elle marque les gens, avec ce petit quelque chose qu'on ne sait peut-être pas mettre le doigt dessus. Et c'est comme ça, elle aussi, qu'elle connecte avec les gens, et qu'il y a quelque chose en elle qui sait, qui sait tout simplement. Et ce que je voulais amener avec cet épisode, dans la série des podcasts que là j'ai mis en place et qui vraiment cible ce sujet en particulier, se choisir, ça va être sur une série d'épisodes. J'ai choisi Colette, ou l'épisode a choisi Colette, pour véhiculer à travers son histoire vraiment quelque chose que je ressens très fort chez Colette, c'est l'engagement du cœur, quel que soit ce qui va se passer, comment ça va bouger autour. Je ressens chez Colette cette force une fois que mon cœur a choisi, tout le reste se met en place en fait. Et il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont il y aura des séparations, il y aura des chutes. Mais il y aura aussi le bonheur et le lot d'émerveillement qui est derrière, le lot d'inspiration, le lot de vie qui va l'accompagner. Et justement aujourd'hui, avec Colette, on est pile poil, le hasard fait bien les choses, avec une nouvelle page qu'elle est en train de tourner, parce qu'elle quitte le Canada pour aller s'installer en Europe. Mais c'est pas la première fois dans sa vie qu'elle quitte un endroit pour aller ailleurs, qu'elle quitte un amoureux pour aller suivre son cœur, qu'elle quitte un métier pareil pour aller suivre autre chose. Donc je vais la laisser se présenter, dire ce qu'elle fait dans la vie, rapidement pour comprendre quelle est déjà son activité, et puis on rentrera plus au fur et à mesure après sur les questionnements, le parcours, etc.
Je te laisse la parole, Colette. Mais c'est toute une présentation, Dalila. Mais ce que dans ta présentation, ça me touche. Puis tu as mis un mot qui, c'est vrai, fait beaucoup de sens pour moi. C'est quand le cœur décide. Et c'est vrai que quelque part, parce qu'on ne voit pas toujours, hein, on a besoin comme ça de rencontres, comme ça a été notre rencontre à nous deux. Et sais-tu qu'il y a déjà 3 ans? Ah oui? Il me semblait que c'en était 2. Non, 2 ans. Hein, c'était, oui, on était en 2023. On était en septembre, oui, et puis en janvier 2020, en janvier, puis en avril 2023, oui, 2 ans, oui. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui ont coulé depuis ce temps-là. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui suis très rationnel, mais c'est en fait mon cœur et mes intuitions qui me guident, fondamentalement. Oui. Alors, tu veux quoi que je parle de mon cheminement avec cet axe ou Alors, tu peux déjà parler de ton parcours parce que comme c'est un podcast pour les entrepreneurs, on peut déjà commencer par parler du parcours. Comment t'en es arrivé à devenir entrepreneur? Parce que tu ne l'étais pas au départ et tu as fait un parcours qui est très académique, tu as fait un doctorat, tu as travaillé dans le secteur public, dans le secteur privé. Voilà, très corporate et très institution, on va dire. Et après, tu as basculé vers l'entrepreneuriat. Oui, comme un choix, peut-être qui à un moment donné était devenu évident, mais c'est aussi un choix que vous avez fait à 2, il me semble, avec ton mari. Oui, avec Arthur. Donc moi, avec un nom pareil, là, Schoenbrod, je suis belge d'origine, hein. Et j'ai fait toute ma scolarité. Donc je suis d'abord, je suis psychologue et criminologue, puis j'ai fait un doctorat en santé publique. Mais je te dirais tout ce parcours-là, le choix d'aller vers la psychologie, la criminologie, c'était toujours parce que je cherchais à comprendre. C'est vraiment ça pour moi. J'ai besoin de comprendre. Bien plus tard, j'ai pu mettre des mots comme la quête de sens, qui est vraiment très, très importante pour moi, mais pas à 17, 18 ans. C'était pas comme ça que ça s'exprimait. Et puis, j'ai travaillé comme psychologue, mais j'étais extrêmement frustrée. C'était dans début des années 80. Très frustrée parce que je trouvais que on intervenait souvent très très tard et donc c'est ça qui a fait que j'ai quitté. Moi, je quitte effectivement quand ça perd sens. Je n'ai plus une cohérence entre mes valeurs, entre mes façons de voir, de comprendre et ma raison d'être que ce soit dans ma vie professionnelle. Puis ça a été aussi par rapport à ma vie personnelle. Donc c'est pour ça quand tu dis se choisir, il y a vraiment quelque chose de ça dans, je sais pas comment on doit dire, mais en moi, depuis toute petite, au prix de déchirures, au prix de blessés du monde. Parce que c'est ça aussi, à se choisir. Même si pour moi, se choisir, c'est pas égoïste ou égocentrique, c'est bien plus se reconnaître, je vais parler à la québécoise, un peu reconnaître les bottines qu'on a pour pouvoir être dans nos propres bottines. Steve Jobs, il le dit bien aussi à sa façon, hein, d'être dans notre vie à nous, parce qu'on quitte parfois notre propre chemin et nos bottines parce que nos parents veulent des choses, l'institution veut, l'influence sociale avec les amis et tout. Et je remarque que quand je m'arrête et puis que je regarde le chemin parcouru, quand je sortais de mes bottines, il fallait que je revienne. Ça n'allait pas. J'avais des soucis de santé ou j'étais pas bien dans mon cœur, dans mes énergies, dans ma vitalité, dans ma joie de vivre.
Donc c'est ça. Est-ce qu'on peut dire du coup que justement, avec le recul, enfin, et l'expérience de toi-même, parce que tu viens de le dire, à chaque fois que je n'étais pas dans mes bottines, je le sentais en fait. Mais peut-être que tu n'avais même pas besoin d'en arriver à vraiment être, tu sais, burn-out ou... Je pense qu'en toi, il y a quelque chose déjà qui te dit, ça commence à pas faire de sens. Je suis trop un rôle qui n'est pas le mien. Et à ce moment-là, ton cœur choisit. Exactement. Non. Exactement. Écoute, petite anecdote, mais moi, je suis née dans une famille nombreuse. Je suis la troisième d'une famille de 5 enfants, des parents catholiques, pratiquants. On allait à la messe, tu vois tout ça, Dalila. Et je me souviens, je me vois encore dans la cuisine. J'avais 14 ans. J'étais très jeune, où j'ai dit à mon père, j'arrête d'aller à l'église. J'arrête d'aller à la messe, ça n'a fait aucun sens. Je ne vais sûrement pas dire avec ces mots-là, mais ça ne fait aucun sens. Et moi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'il avait un énorme conflit avec quelqu'un du même village. Et à l'église, le dimanche, il fallait la paix du Christ, on devait serrer les mains là, la paix du Christ, et puis tu tournais et tout. La paix du Christ, il serre la main à cette personne-là, mais dès que c'est fini, on est sur le parvis de l'église, on est le lendemain sur le lendemain. J'entendais des paroles négatives, ils se parlaient plus et tout. C'était vraiment la goutte d'eau. Puis moi, c'est ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit, non, j'arrête, c'est de l'hypocrisie. Et j'ai vu mon père pleurer. J'étais jeune, j'avais 14-15 ans. Pleurer, me dire, mais j'ai raté toute mon éducation. Tout ça parce que je me choisissais. Non, en fait, je crois que ce qu'il voulait dire, c'est j'ai raté tout mon conditionnement. Oui. Paix à son âme. En fait, ce que je veux dire, parce que j'entrevois très clairement, c'est en fait, tu as cette capacité innée à ressentir la dissonance. Quand c'est pas cohérent, quand il y a un truc qui est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas cohérent, et du coup, ça perd sens pour toi. Et c'est pour ça que il y a un moment, il y a cette rupture de non, je ne vais pas là où il n'y a pas de sens. Voilà. Et c'est parfois pas toujours rationalisé, et pas toujours mis avec des mots. Je le découvre. C'est un ressenti. Mais mon agir est dans cette direction-là. Donc un autre agir, pour revenir à ce qui intéresse sûrement les personnes qui écoutent, c'était par rapport à ma vie professionnelle. Donc moi, quand j'ai quitté la Belgique et que je me suis installée au Québec, ben maintenant il va y avoir 31 ans quand même déjà de ça. J'étais vraiment dans le réseau universitaire. J'étais à la fin de ma thèse de doctorat, j'étais en fait dans l'écriture de ma thèse et je travaillais ici sur des projets de recherche, donc ici au Québec. Mais ma thèse, c'était à la faculté de médecine de l'UCL, donc l'Université catholique de Louvain. Et attends, c'est important ça, parce que en fait, quand toi tu as quitté la Belgique, c'était aussi, tu as quitté autre chose. Tu n'as pas quitté oui. le pays. Ah non, j'ai quitté. Dans ton histoire, tu as quitté ton mari, tes enfants, la famille que tu avais construite. La famille que j'ai construite et j'ai quitté parce que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, ressentir, alors que j'étais pas en rupture de couple, ressentir quelque chose de nouveau et de fort pour un autre homme et m'autoriser à vivre cette relation-là, à le nommer à mon conjoint, et qui a amené à un divorce parce que
Bah, Si maintenant on peut vivre à 3 mois à l'époque, je peux te dire, et à 31 ans, on ne sait pas tout ça. Dans mon cœur, c'était ça. Mais j'étais t'avais de l'espace pour tout, en fait. Oui, et, et donc j'ai quitté le père de mes enfants et en fait, j'avais Sarah qui avait 2 ans et demi, mais notre premier enfant est décédé de la mort subite du nourrisson. Hein, il avait 7 mois et demi et il était le premier bébé qu'on a eu, puis 2 ans et demi après, on a eu Sarah qui est maintenant une belle jeune fille, une belle jeune maman qui vit en Espagne. Mais en fait, ce que je voulais amener, c'est que il y a des choix des fois. Enfin, j'adore comment tu en parles et librement. Tu vois là où peut-être d'autres femmes se seraient senties coupables quand même de quitter leur structure familiale, ce qu'elles ont construit, leurs enfants comme ça, tu vois. Et en plus, pour un autre, donc de l'assumer pleinement, de l'introduire, d'en parler, même si tout le monde derrière juge, c'est comment tu as... Et je trouve que c'est aussi une de tes forces, c'est de survivre quand même, c'est de rester debout malgré le jugement qui peut être très douloureux des autres. Je crois, Dalila, là-dedans, il y a traverser une épreuve de perdre son enfant quand on avait 9 ans, là, son premier bébé qui est tout un projet, c'est une épreuve, c'est un deuil qui m'a apporté aussi des apprentissages très tôt dans ma vie. Peut-être parce que je l'ai voulu aussi. Je me souviens très bien le moment où je me suis dit, non, je ne peux pas me battre contre l'inévitable. C'est ça. Il est décédé et tout. J'ai beau me battre, pourquoi moi? C'est un petit ange, comme disait ma famille catholique, comme je vous en parlais. Et moi, je me suis dit non. Non. Et aussi, tu entends toujours, mais ce n'est pas normal qu'un enfant meurt avant un parent. Tu sais, moi j'avais des grands-parents qui disaient on aurait dû venir me chercher et pas Thomas et tout. Tant que j'ai été là-dedans, j'ai été contre un mur où je me perdais littéralement. Et il s'est passé, je ne sais pas d'où ou quoi, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi qui a été, non. Là, Thomas, il a peut-être besoin juste de ça pour vivre. Lui, là, son chemin, c'est peut-être ça. Mais moi, il est rentré dans ma vie, il m'a fait devenir une maman, puis quand tu deviens une maman, tu l'es pour la vie, tu ne l'es pas un jour, puis tu ne l'es plus. Donc tu es une maman, mais tu n'as plus physiquement de bébé dans tes bras, et à cajoler, et à t'occuper et tout, mais tu es une maman. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça de ma vie? C'est quoi? Comment je vais placer ça dans ma vie et tout. Et je t'assure, Dalila, que ça a été quelque chose de presque aussi conscient que ça que je me suis dit. Dites, pardon. Et puis, après, les choses se mettent en place. Bon, quand on dit que physiquement, on peut pas bien aller, tu vois, j'ai fait une énorme mononucléose. Ça m'a cloué 3 mois, mais ça a peut-être été cet espace-là qui a été important pour que des choses se placent en moi. Et tout ça a fait que quelques années plus tard, quand la vie d'Arthur a rencontré la mienne, Arthur étant mon conjoint québécois, j'ai essayé de ne pas de fuir ça, de lui dire va dans ton pays, moi je reste dans le mien, c'est trop compliqué, j'ai tout essayé. Mais comme je dis souvent, c'était un tsunami. Nous, on a les grands barrages dans le nord, ce qu'on appelle Manic 3, Manic 4, Manic 5, ok?
Et si un jour le Manic 5 fissure, le barrage fissure, et puis c'est haut sur la rive nord au Québec. Moi, je suis sur la rive sud à Rimouski. Eh bien, on ne voit plus des villes comme les nôtres, Matane et tout, mais ça va, je crois, jusqu'à Québec, et Québec est noyé. Donc, c'est vraiment un tsunami. Donc, je dis, c'est mon Manic 5. C'est cette fissure dans ma vie qui est venue, et je me suis autorisée à l'accueillir, à l'accepter, et on va voir comment on construit avec ça, parce que j'avais un enfant de 2 ans et demi, Sarah, et même si je considère que je suis une maman responsable et une bonne maman, je pouvais l'emmener avec moi au Québec, mais si je l'emmenais avec moi, je la séparais de son père qui était aussi un excellent papa. Je ne quittais pas un papa, moi. Je ne voulais pas briser ce lien-là. Donc j'ai fait le choix contre vents et marées, parce que même mon conjoint québécois ne me comprenait pas au début. Avec le temps, il m'a compris. J'ai décidé de laisser Sarah en Belgique avec son papa et d'organiser notre vie québécoise. Donc, on était 2 mois au Québec, 1 mois en Belgique. Et là, s'est installé tout en étant dans le doctorat, en travaillant pour l'université et tout, et mon conjoint aussi. Ici, il était prof à l'université. Je dis il était parce qu'il est décédé maintenant. Mais on avait une entreprise de consultance, ce qui nous permettait de pouvoir réaliser ce projet, tu vois, ce projet d'amour et ce projet de famille. Parce que ça nous permettait de travailler sur les 2 continents. Et c'est là que l'entrepreneuriat prenait tout un sens, parce que moi, j'étais comme chercheur autonome, chargée de cours autonome, parce que j'étais une jeune prof d'université, je n'ai jamais eu cette liberté-là. Arthur, il était déjà senior au niveau de l'université, donc lui, il pouvait s'offrir des séjours prolongés avec sa carrière. Mais l'entrepreneuriat nous permettait à tous les niveaux, au niveau temporel, d'espace et au niveau fiscal, de pouvoir gérer cette vie-là. Et tu veux dire ce que tu véhicules comme message ici, c'est l'entrepreneuriat était le choix de l'évidence, parce que comme toi, tu n'avais déjà pas de barrière au niveau du monde, tu vois. C'est comme moi, je vois quelqu'un qui est ouvert, donc qui transite entre les pays, et qui a besoin de soutenir cette transition, puisqu'il a de la famille d'un côté, lui il est d'un côté, et puis voilà. Et donc c'était l'entrepreneuriat. Tu as été amené vers l'entrepreneuriat parce que ça ouvrait cette dimension, ouverture sur le monde en quelque sorte. Exactement. C'était ça. On avait besoin, vive ça, on a besoin aussi d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. C'est pas que des billets d'avion, c'est tous les logements, etc. Puis nous, ici, il y avait une réalité d'une famille québécoise avec 2 jeunes à l'université. Donc, il y avait des coûts aussi à assumer ici. Les enfants de Arthur, c'est ça? Et les enfants d'Arthur. Un enfant, moi, en Belgique. Une location en Belgique, ici au Québec. Donc, on avait une double réalité. Donc, financièrement, il faut que tu assumes ça. Oui, comme tu dis, il faut de l'ouverture. Je pense que j'ai toujours eu ça, de cette ouverture. C'est pas une difficulté de m'adapter, mais en même temps, Dalila, pour autant moi, mais aussi Arthur, on a toujours dit la limite, c'est celle qu'on se donne. Donc, je quitte le Québec, je fais les démarches qu'il faut par rapport à l'immigration comme belge pour le Québec, mais c'est réversible.
On s'installe au Québec, Sarah reste en Belgique avec son papa, toute la famille, etc. C'est réversible aussi. Donc, concrètement, Arthur me disait, il y a toujours un billet d'avion là pour toi, dès qu'il faut. Et l'autre chose, si on voit que Sarah, ça ne va pas, elle n'évolue pas bien, on fait nos bagages, on a nos ressources et on part s'installer en Belgique. Et là, j'ai comme envie de partager à tout le monde, ce qui est important, c'est de prendre progressivement conscience des ressources personnelles qu'on a. Parce que ça, on ne nous enlève jamais. Tes acquis, tes apprentissages, tes compétences, les forces que tu développes toi-même. Moi, d'avoir traversé le deuil de mon fils, j'avais appris que oui, c'est dur, mais on peut se relever. On a des forces intérieures insoupçonnées. On a des personnes autour de nous qui sont là, des mains tendues, que je ne soupçonnais pas, mais qui ont été là et que, par exemple, dans ce que je vis maintenant, c'est la même chose. Et quand tu prends conscience de ça, petit pas par petit pas, et pour moi, c'était important que ça pouvait être changé, que j'avais cette latitude de pouvoir changer, pourquoi pas? Parce que la seule chose que tu ne sais pas changer, hein, c'est la mort. C'est la mort. Et tu vois, là, tu parles de ressources et il y a quelque chose qui vient très fort, là, j'en ai des frissons. On parlait au tout début tu l'as dit dès le début, oui, j'ai cette facilité à me choisir et je n'estime pas que c'est égoïste. Et là, en fait, tu parles de ressources. Et j'aimerais bien connecter les deux parce que, en fait, on pourrait tomber dans le jugement et se dire que quelqu'un d'égoïste, qui pense qu'à lui, il cumule une forme de karma, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, j'ai envie de ramener, juste je finis l'idée, de ramener cette idée que si c'est un choix du cœur, ce n'est jamais égoïste. Parce que là, tu le vois, tu parles de ressources. Et en fait, c'est-à-dire que les ressources, tu vas toujours les avoir. Tu fais un choix de cœur et les ressources, elles se retrouvent, elles viennent, c'est comme si elles se mettaient en place autour de toi. Que ce soit à travers tes rencontres, que ce soit à travers des opportunités, que ce soit à travers des finances qui viennent d'un autre endroit. Donc en fait, se choisir dans ton histoire là, c'est je choisis le chemin du cœur. Ça fait pas sens pour les autres, mais ça fait sens pour moi. Et en faisant cela, en me choisissant, même si c'est des choix difficiles qui impliquent des ruptures, qui impliquent des séparations, je fais confiance que tout va se mettre en place pour que je puisse assurer une continuité, pour que je puisse continuer à aimer, pour que je puisse continuer à m'ouvrir et à vivre, à être heureuse et à rendre les autres heureux autour de moi. Tout à fait. Mais je crois, j'ai envie de mettre un petit mot dans tout, pas dans tout parce que tu as parlé de beaucoup de choses, mais se choisir et se connecter à son cœur, c'est pas son amour propre. Tu sais, ce concept d'amour propre, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Ouais. C'est beaucoup plus l'amour avec un grand A. Et on dit souvent, s'aimer soi-même. Et moi, où je suis rendue aujourd'hui, je vous partage vraiment quelque chose qui vient spontanément. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comme une énergie qui nous traverse, qui fait qu'à un moment donné, on est ici sur Terre, qu'on a quelque chose à... oui, ça c'est ce que je crois aussi, qu'on a quelque chose à réaliser, à contribuer, qu'on n'est pas vivre. À vivre et qu'on n'est pas tout seul. Donc tu vois, pour moi, le terme égoïste ne convient pas parce que ce n'est pas juste de l'amour propre, c'est se respecter dans ce qu'on ressent, de ce qu'on a
aussi profondément en fait, dans son essence. Oui. Et c'est sûr que c'est pas compris par tout le monde. Et moi, je l'ai vécu. J'ai été rejetée de ma famille. Encore des années après, il y en a dans ma famille propre qui ne comprennent pas, qui sont toujours en train de me juger comme ça, égoïste, je fais que ce que je veux, nana, tu vois, et qui, quelque part, n'acceptent même pas, je trouve, qui je suis comme personne dans ma singularité. Et vivre ça, ben oui, il faut traverser ces adversités-là, mais toujours en continuant à entretenir la joie, l'amour, même vis-à-vis de ces personnes-là. Et ça, c'est difficile. Il y en a qui parlent de pardon, tout ça. Je ne sais pas si c'est ça, moi, Dalila. Mais ce que je sais, c'est que je dois cultiver pour mon bien-être à moi, non pas de la haine, de la rancœur ou de leur en vouloir, mais bien plus, peut-être que je ne suis pas dans leurs bottines, ils ne sont pas dans les miennes, donc je ne comprends pas nécessairement ce qu'ils ressentent ou ce qu'elles ressentent. Le temps va peut-être faire que ça va changer. Si je les croise, je ne changerai pas de trottoir, je ne babouner, ça, vous comprenez, hein? Non, babouner, ça me dit rien. Ah, tirer la tronche, tu sais. D'accord. Comment on dit? C'est pas très joli en français non plus, hein. Non, mais tu vois, dans le sens, si je m'autorise à exister selon ma propre singularité, je dois accepter que l'autre, à côté, oui, tout à fait. Singularité, et qu'elle peut ne pas comprendre. Tu sais, quand moi je me suis rendu compte que mon propre père ne comprenait pas, mais j'ai eu la chance de le lui dire. Je ne sais pas s'il a compris, mais quand il est décédé subitement. On a été réveillés la nuit, nous on était ici au Québec. J'avais pas de regret. J'avais eu le temps de son vivant de pouvoir exprimer, être confronté à sa non-compréhension de mes choix de vie. Mais c'est ça, mon pouvoir à moi, elle est jusque ce niveau-là de liberté. Je ne peux pas aller plus loin dans sa propre liberté. Donc c'est tout ça parce que, et ça ne tombe pas du ciel, hein, Dalila. Nos ressources et nos compétences, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on réfléchisse. Ça se fait pas tout seul. Moi, je trouve que aujourd'hui, on a tendance parfois à aborder les choses avec la pensée positive, l'éducation positive, tout ça. Moi, je trouve qu'on banalise tellement quelque chose qui demande de la discipline, de la décision et des efforts. Je dois décider de regarder la vie devant moi et de cultiver ma joie. Elle ne vient pas toute seule. Ça m'arrive combien de fois? Oui, je suis d'accord. Et en fait, tu sais, c'est pas facile de rentrer dans des fois des sujets comme la discipline, l'effort, le travail, sans se retrouver dans des concepts, d'accord? Parce que même dans le développement personnel aujourd'hui, même, enfin voilà, chacun il y va de sa définition. Donc moi, j'ai envie juste de dire quelque chose qui résonne pour moi, c'est ma vérité. Peut-être que ça résonnera avec toi, Colette, mais tu me diras, toi, comment ça résonne pour toi. Je pense que tu parlais d'amour tout à l'heure. Et en fait, c'est quelque chose qui va au-delà de l'amour propre. C'est un amour qui te contient et c'est un amour directionnel. C'est-à-dire que il t'emmène quelque part. Et en fait, t'as même pas besoin, pour moi, hein, vu de ta perspective, c'est même pas un effort que tu fais, c'est même pas un travail acharné. C'est pour toi, c'est une évidence que tu le fais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que des fois ça peut prendre des années, et donc de l'extérieur, des gens ils vont se dire waouh, mais qu'est-ce qu'elle travaille de manière acharnée, elle va toujours dans cette direction-là, elle lâche pas le morceau. Mais pour toi, dans ce que tu vis dans ton cœur, c'est une évidence. Je peux pas aller ailleurs, je peux pas faire autre chose. Toute l'énergie est mobilisée par ça. Et donc là où c'est intéressant que tu dises, ça prend quand même du travail. C'est aussi
de se rendre compte pour quelqu'un qui aujourd'hui va dans une direction et qui se prend des murs et qui continue à avancer et qui des fois est découragé, de prendre conscience que t'as travaillé là, je veux dire, t'as avancé, t'as été persévérant, et ça c'est important de le voir et de le faire voir des fois à certaines personnes qui se rendent pas compte, qui se culpabilisent en se disant je ne travaille pas assez, ou parce qu'elles se jugent par rapport aux normes et aux standards extérieurs, et plutôt de revenir à par quoi je suis guidée au quotidien. Je sais que ma direction c'est celle-là, tous les jours je vais dans cette direction-là, même avec des petites actions. C'est ça ma persévérance, entre guillemets. Mmh. Oui, et dans ce que tu nommes, le regard des autres ou les normes, hein, et le ressenti qu'on peut avoir d'être contre un mur. Moi, je vais te donner des petites choses concrètes que je fais, que j'appelle travailler. OK? Quand je ne vais pas bien, par exemple, il m'arrive encore pas mal souvent de me réveiller, par exemple, le matin et puis de sentir un feeling ça ne va pas. Puis surtout qu'en plus, dans les derniers mois, j'ai quand même pris une autre grande décision qui est, après 31 ans de vie ici, mon mari québécois de Québec, il y a 2 ans et demi, et donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai pris la décision, je vais quitter le Québec et je vais aller m'installer près de ma fille, à Barcelone. Oui, à Barcelone. À Barcelone. Donc, aujourd'hui, tu m'accueilles, c'est les dernières heures dans mon appartement. Je regarde encore le Saint-Laurent devant moi. Le 16 mai, je quitte la ville de Rimouski. Je vais voir les enfants, j'appelle ça mes enfants de cœur, mes enfants québécois. Et puis le 19, je pars avec un billet aller vers l'Espagne. Donc, c'est sûr qu'il y a pour moi une déchirure parce que après 33 ans dans ma vie en Belgique, 31 ans dans ma vie au Québec, on peut comprendre que c'est un gros morceau que je quitte sans le quitter. Comprends-tu? Donc, j'ai comme ça. Dans mes trucs, je ne vais pas sauter du lit puis nier ça. Je prends quelques minutes à vraiment me connecter avec ces ressentis-là, avec le moins de jugement possible. Il y en a qui vont dire que c'est de la méditation, c'est peut-être ça, mais je suis là-dedans. Puis moi, j'appelle ça être présent, en fait, à ce que l'on ressent. Voilà. Puis j'ai mon livre. Puis fascinant. C'est le livre qui est magnifique. Tu te souviens dans une de nos formations, quand on était en Espagne ensemble, je ne sais plus qui nous a dit prenez un beau livre. Et moi, j'ai retrouvé ça à mon mari que j'adore, c'est en cuir, il sent bon. Et j'avais mis un livre et je l'ai commencé après sa mort à écrire. Et j'ai écrit sans jugement. Et c'est drôle, j'arrive aux dernières pages et je me suis dit, ce livre-là, il va clôturer ce chapitre de ma vie et je vais remettre un nouveau à l'aéroport à mon départ. Mais c'est hautement symbolique. C'est symbolique, mais pour moi d'écrire, je me relis parfois jamais. Parfois, je me relis des petits bouts. Je mets plein de choses, après notre entrevue, je vais aller dedans, je suis sûre, et mettre quelques notes. Je mets des peines, je mets des joies. Ça m'aide beaucoup. La troisième chose que je fais dans ces moments-là, c'est de me dire, OK, Coco, t'as assez pris conscience de ça, à ruminer, ça n'a jamais fait avancer les choses. Tu sais combien aller au bord de mer, moi, dans la forêt, parce que je vais par là à droite, je suis au bord du Saint-Laurent, je vais à gauche, je suis dans la forêt, ou dans la ville, où je rencontre toujours quelqu'un. Tout ça, je suis toujours plus gaie après, plus légère. Alors, botte-toi le cul, comme on dit, va dans la douche, habille-toi et fais quelque chose de ta vie. Ça, c'est des petites choses parce que
j'ai compris que l'action, pour moi en tout cas, l'action, elle me fait avancer. Même si je ne sais pas. Et l'action, tu vois, quand tu dis l'action et le tu as dit au début, tu as dit voilà comment moi je travaille. Et en fait, c'est-à-dire que tu t'inclus dedans. C'est ça le truc. Pour beaucoup, le travail, c'est séparé, en fait, à certains niveaux. Alors que toi, tu le vois comme, je travaille, c'est moi, c'est normal, c'est sur moi, je sors dans la forêt, je travaille sur moi. Oui. Mais c'est tellement intégré et naturel, en fait. C'est tellement... oui, tout à fait. Voilà, tu le portes, en fait, tu le portes. Et je crois que pour revenir pour les entrepreneurs, c'est essentiel. Je te dirais que c'est vraiment quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, alors que je ne me voyais vraiment pas comme entrepreneur. Écoute, j'y suis rentrée dans les années 94-95, dans cette entreprise de consultance avec Arthur et puis d'autres collègues. Et puis après, vers 2010, dans ma propre entreprise en santé publique. Et on s'est rencontrés, Dalila, dans une formation en neurosciences, et mon objectif de cette formation-là, en 2023, tu vois, c'était me voir comme une entrepreneur, parce que toutes ces années-là, j'étais dans l'action d'entreprendre. Mais je ne me voyais pas comme une entrepreneur. Je ne sais même pas encore aujourd'hui, Dalila, si j'ai réglé ça. Dans le sens où, je ne sais pas, je me vois plus comme une éducatrice, je me vois plus comme une partageuse, une réseauteuse qu'une entrepreneur. Par contre, j'aime tellement la liberté que l'entrepreneuriat nous donne, et la liberté va avec les responsabilités, va avec les risques. Oui, bien sûr. Et va avec les gains aussi. Bien sûr. En fait, c'est le genre de truc où tu te dis, je préfère, je préfère être en couple, mes filles, tu vois, ceux qui se sentent seuls, ils veulent être en couple, et ceux qui sont en couple, ils voudraient être seuls. Et ils oublient, en fait, que tu as les avantages et les inconvénients de chaque situation, en fait. Donc, de toutes les façons, quel que soit le choix, va falloir naviguer tout ça d'une manière ou d'une autre. Et surtout quand on est un être émotionnel, parce qu'il y en a qui sont particulièrement sensibles à leurs émotions, à leur monde émotionnel. Moi, je fais partie, donc je comprends ce que tu dis par rapport au fait de t'asseoir et de prendre compte, en fait, de regarder tes émotions et de les prendre en compte. Oui, oui. D'être présente à elles, du moins, pour mieux les laisser aller. Oui, oui. Mais c'est important de... les émotions, c'est pas quelque chose avec lequel tu joues, et c'est pas quelque chose que tu nies non plus. J'appellerais ça, moi, toute notre vulnérabilité. Mais si je te dirais, Dalila, que c'est aussi parfois dans la vulnérabilité qu'on va chercher sa force. Ceci dit, on va aller la chercher. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai, puis c'est pas pour donner des leçons du tout, c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est quand je me permets de toucher, moi, ma vulnérabilité, mon émotivité, et même de la partager avec des gens de confiance, hein. Ça peut être des professionnels ou ça peut être des gens que tu choisis de confiance, que j'ai souvent rebondi parce que ça m'a amené à aller dans ma rationalité pour m'aider à connecter. Tu sais, moi je suis en santé publique et je travaille beaucoup sur tout ce qui est le microbiote, le cerveau, et comment par les choix de ta vie tu peux travailler sur autant tes émotions que tes troubles physiques, tu vois, parce qu'il y a le nerf vague et puis il y a toute cette connexion cerveau. Oui, la régulation émotionnelle à travers le corps, et notamment l'alimentation et tout ce qui a, voilà.
à tous ces niveaux-là. Donc, on peut l'avoir au niveau biochimique, hein, les neurotransmetteurs, tout ça, mais on peut, je trouve qu'on doit, parce qu'on est on est un tout dans l'univers, eh bien, on peut aussi apprendre et on apprend à pouvoir aider par notre rationnel la gestion émotionnelle. Ça s'apprend. Alors, pourquoi est-ce que nous, plus âgés, avec l'expérience de la vie et tout, on n'apprendrait pas aussi à se connecter à nos vulnérabilités pour aussi pouvoir s'appuyer là-dessus et en faire des forces. Parce que ça nous donne accès à une connaissance des autres, de l'environnement, des situations et de nous-mêmes, les émotions. Moi, moi, je peux te dire que... Et même que ça va au-delà, l'intelligence émotionnelle, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle permet déjà de ressentir l'autre, tu sais, avec des systèmes d'empathie, les neurones miroirs. Et plus on la développe et plus on est conscient de ses propres émotions, plus on comprend et on est capable de lire les autres. Et en fait, c'est comme un muscle qui se travaille et il devient tellement fin après, ça devient tellement fin que voilà, on capte en fait. On capte les messages des autres et on sait utiliser les mots, on sait se comporter de manière à dire toujours notre vérité, mais à ce que ça vienne pas être dans la destruction, tu vois, mais plutôt dans de la création. Oui, dans de la création et dans des forces. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une tendance un petit peu dommageable. C'est vrai qu'il y a, chez vous aussi, hein, en Europe, ça se sent aussi, un taux d'anxiété énorme, mais de grande fragilité aussi. Mais parce qu'on a perdu que ça s'éduque. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, moi, je me vois beaucoup plus comme une éducatrice que comme une entrepreneur. Parce que je suis convaincue que c'est l'éducation dans la famille, l'éducation à l'école, l'éducation populaire, l'éducation dans tous les niveaux. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. L'éducation. Et l'éducation, c'est pas juste... Ça devrait commencer à l'école, même ce genre d'apprentissage. Oui, quand tu parles avec quelqu'un, moi j'adore, hein, je suis dans de tas de réseaux, j'ai des amis très différents au niveau des cultures, différents au niveau d'éducation, tu vois, d'éducation dans le sens scolaire et tout ça, et donc d'âge. Et je trouve que toute cette diversité-là, je la recherche aussi, m'amène à être confrontée à des façons différentes de voir, de comprendre ce qui se passe. Et moi, ça ne me déstabilise pas quelqu'un qui pense pas comme moi. Tu sais, avec tout ce qu'on vit là, on vient de vivre nos élections fédérales. C'était très polarisé en plus. Donc, j'étais avec des gens qui pensent mais vraiment à l'opposé de moi. Mais je trouve ça intéressant d'aller... Et je pense que je suis comme toi et je pense voilà, ça me parle ce que tu dis. Je pense que c'est aussi une façon que nous avons aussi d'ouvrir notre esprit. Bon, tu l'as dit dès le départ, hein, moi, ma vie, c'est comprendre. Et je pense qu'on a un peu ce mot, ce verbe de vie qui circule en nous, qui est de vouloir comprendre les autres, comment le monde fonctionne, de comprendre différentes langues, de comprendre différentes mentalités, de comprendre différentes façons de faire. Donc c'est inscrit aussi. Et j'ai perdu le fil. Parce qu'on parlait de cette grande diversité. Ah oui, et c'est aussi un outil qui permet aussi de switcher, de shifter d'identité. Donc en fait, quand on le maîtrise, comment dire, c'est ce qui permet aussi de pouvoir changer de ville, changer de pays, partir ailleurs, changer de réseau, Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de facilement s'approprier une nouvelle identité, tu vois. Parce que tu intègres des champs d'information qui sont différents, qui sont nouveaux, et tu reconfigures ça en toi d'une certaine manière. Tu vois, on est capable de te reconfigurer plus facilement parce que tu as un champ énormément large. J'ajouterais dans tout ce que tu dis, et ça, c'est quand j'ai rencontré les Québécois,
ce qui a fait que j'ai rencontré Arthur et que j'étais dans ma thèse de doctorat et je tournais en rond, j'étais vraiment contre un mur dans une impasse, et quand je les ai rencontrés, ils travaillaient en santé préventive aussi, sur des maladies cardiovasculaires, la prévention des maladies cardiovasculaires, un gros projet de recherche longitudinale, et le concept parmi les concepts centraux, c'était la gestion de la diversité. On est au début des années 90. On est en 91 quand j'entends parler de ça. Et pour moi, ça a été un tilt extrêmement important que j'ai intégré dans ma vie professionnelle, intellectuelle, dans le processus de mon doctorat, mais que j'ai intégré dans ma vie à moi. C'est comment on est confronté à tellement de diversité et on est capable de la gérer sans chercher le consensus, sans chercher ce qui est commun. On peut vivre avec une concomitance de diversité de points de vue et tout, et de se retrouver dans une forme d'équilibre. Et ça, c'est passionnant. Puis on a travaillé là-dedans, au niveau conceptuel, au niveau méthodologique, et nos travaux de consultance, c'était là-dedans, complètement. La gestion du changement dans la reconnaissance de la diversité, avec l'émergence, l'empowerment et tout ça. C'est parce que si on est ouvert à la diversité, mais qu'on cherche à tout le temps ramener à soi, à avoir un consensus, une vision commune, on va tuer cette diversité. On va imposer à d'autres une pensée plus dominante, par exemple. Et on est pour le moment, en tout cas, moi, c'est une de mes lectures par rapport à ce qui se passe et au chaos qu'on est en train de vivre. Je trouve ça même super intéressant, ce qu'on est en train de vivre. Moi, c'est pas du tout paniquant. Au contraire, c'est que on a vraiment plaidé ce qu'on est dans du changement, et le changement, moi, ça m'a jamais fait peur. C'est ce qui est le plus permanent, de toute façon. Mais là, on est fort. Mais ce que je vois, c'est cette tendance à aller vers le consensus. On a comme besoin d'avoir une réalité, une vérité. Alors que mais je pense que moi, je vois l'opposé. C'est-à-dire que là, justement, on parle de plus en plus d'être soi-même, authentique, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui réunit le consensus, tu vois. En fait, on pourrait dire que c'est aussi quelque chose qui réunit. Donc, tu dis, on peut gérer la diversité sans qu'il y ait de consensus, oui, mais si tout le monde est d'accord, et que le consensus, c'est que tout le monde accepte la diversité. Il y aura toujours un consensus pour réunir, en fait, c'est ce que je veux dire. Et ça, c'est qu'on peut se partager des points de vue différents, et à partir du moment où on a la compréhension, ah, toi c'est ça, ah toi c'est comme ça, ah ben je comprends mieux. En fait, tu vois, tu parles de consensus, là, j'étais en train de me faire la réflexion. En fait, c'est parce qu'on cherche peut-être des consensus qui sont trop petits, comment dire, trop réduits. Peut-être que là où justement il y aurait un intérêt, et je pense que c'est d'être déjà à minima sur un consensus de quelque chose de plus grand qui nous unit, en fait, tu vois. Mais t'es obligé, comment dire, tu ne peux pas vivre la séparation dans cet univers-là. Donc il y a forcément quelque chose qui te réunit aux autres, même si ta différence peut te réunir, hein. C'est-à-dire que ta différence fait de toi un prisme, une fractale, quelque chose qui enrichit le tout. Donc, la sensation d'appartenir et de faire partie d'un tout, c'est quelque chose qui est indispensable pour l'être humain et pour toutes les espèces d'ailleurs. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais savoir qu'on a un dessein plus grand tous ensemble,
là, voilà. C'est le seul consensus qu'il faudrait peut-être avoir. Ouais. Il faudrait y réfléchir. Même si on a, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est avoir une vision commune à ce niveau-là, mais le nommer de façon différente, et on n'a pas besoin d'avoir la même façon de le nommer, parce que les mots sont réducteurs. Et donc, exactement. Quand on s'astine à comment on nomme, ben finalement, on perd toute cette richesse qui est... Et j'adore, tu sais pourquoi? Parce que là, justement, ça pour moi, ça reboucle avec ce qu'on parlait au début et ça permet de boucler cet épisode. Et pourquoi le nommer? Pourquoi le nommer, ce truc-là que tu sens ici? Qui te mène à aller vers une diversité, vers quelque chose de différent, vers autre chose, à faire des choix, à choisir. Pourquoi le nommer? Pourquoi l'expliquer? Les autres vont mettre des mots dessus, mais ça va le réduire. C'est à toi de te dire non, je sais que c'est grand, je sais qu'il y a un dessin, je sais. Tu vois? Et donc tu fais tes choix et finalement ça réunit à différents niveaux, à un niveau que les autres ne voient pas forcément. Tu vois? Quand tu as ce dessin plus grand, enfin, toujours ce truc-là qui te réunit toi, mais aussi les autres, ça te permet de voir au-delà de ce que les autres peuvent voir. Même si tu ne fais pas le nommer, tu sais, il y a quelque chose en toi qui sait. Et finalement, tu t'es jamais demandé si peut-être, justement, si j'étais restée là-bas avec mon ancien mari, avec ma fille, peut-être que aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas une relation aussi géniale avec ma fille. Tu t'es jamais posé la question? Oui. Mais il y a des choix comme ça que tu fais, des choix, et comme tu es porté par un dessin plus grand, tu sais que ça fait partie d'un tableau global, que ça ne te concerne pas que toi. Et donc, c'est peut-être cette décision-là, c'est ce qui a eu le meilleur impact sur ton ex, ta fille, ta famille, même si tu vois le contraire. Même si on te dit le contraire, on met des mots dessus. Mais c'est certain que c'est des questions qu'on se pose. Moi, je me les pose pas dans le sens de valider quelque chose, mais beaucoup plus, et je reviens au premier mot que je te disais, la quête de sens et la compréhension. Ouais. Et souvent, c'est l'image, tu es sur une plage, hein? Devant toi, le sable, c'est tu sais pas, mais tu avances. Mais par contre, tu peux te retourner puis voir les pas que tu as parcourus. Tu vois? Mais c'est plus ça, moi, ma quête de sens. Et mon cahier, là, c'est un peu ça quand j'écris. C'est, si je mets des mots et tout, c'est parce que j'ai des besoins à un moment donné, comme de ramasser des choses pour voir ma connexion à mon moi-même. C'est pas par rapport aux autres. Tu sais, quand dans les mois qui ont suivi le décès de mon mari, je me suis mis à un moment donné à me questionner sur l'amour et les hommes de ma vie. Et donc, j'écris, parce que ça ne vient pas tout de suite comme ça, moi. Et c'est dans l'écriture. Et ça m'a permis de me questionner sur c'est quoi aimer pour moi et le comment j'aime et qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce que je donne. Tu vois, des choses comme ça. Puis de voir, oh ben dis donc, dans mon cheminement, c'est, je suis passée par là, c'est ça que je recherche maintenant, que je sens que j'ai besoin. Tu vois? Et ça, mais c'est pas le nommer pour les autres, c'est pour moi, c'est comme un besoin de mon air vague. Je sais pas comment te dire ça autrement. Ouais, mais oui, peut-être comme tu disais tout à l'heure, c'est de clarifier, de comprendre, de mettre des mots. Ça te permet de trouver un sens, en fait. Et tu vois, là, je peux pas résister à la tentation.
c'est vrai que je me faisais la remarque, je me suis dit, tiens, on n'a pas beaucoup parlé business pendant cet épisode-là, mais à la limite, je trouve que c'est génial que tu aies parlé de ta vie, parce que quand on crée un business de cœur, et toi, tu as dit, je me suis jamais sentie comme une entrepreneur, mais toujours comme quelqu'un qui transmet, qui a un réseau, qui enseigne, etc. Il y a plusieurs choses qui viennent dans cet épisode. C'est je choisis, donc je fais mes choix de cœur. Ça n'a parfois aucun sens. Ça m'emmène dans une direction qui peut-être ne paraît pas cohérente par rapport à ce que j'étais en train de construire au départ. J'ai fondé une famille, etc. Et hop, je fais un 180 degrés. Je vais au Canada, j'épouse un autre monsieur, et puis je pars sur un parcours académique et boum, je me retrouve à plutôt créer une entreprise et puis à revenir en Europe pour professionnellement. Enfin, ça n'a pas de sens logique. Il n'y a aucun élément de compréhension logique. C'est des choix de cœur qui finalement, d'une manière ou d'une autre, vont connecter et vont donner peut-être après, mais plus tard en fait. Tu les comprends après. Tu les comprends pas au moment où tu les fais, ces choix-là. Tu les comprends en regardant ta vie en arrière. C'est comme un rebours du temps. Oui, mais il faudrait pas que Dalila comprenne que je vais comme une poule sans tête, comme on va dire, c'est-à-dire n'importe où comme ça, là. Tu vois? Mais non, mais je sais. Pourquoi tu dis ça, d'ailleurs? C'est bizarre que tu te dises ça. Parce que le fil conducteur, moi, je le sens. Par exemple, dans ma vie personnelle, le fil conducteur a toujours été la santé et la prévention. Dans ma vie personnelle, la prévention a toujours pris beaucoup de place, pas dans le sens orthodoxe du terme, tu sais, d'être à calculer mes calories, à faire exactement mes 10 000 pas par jour. Tu vois, ce côté... Oui, en fait, c'est ce qu'on disait au tout début. Pour moi, c'est c'est ta colonne vertébrale, en fait, c'est ton axe. C'est aussi ce fil rouge là, ce fil conducteur, c'est ton amour directionnel aussi. Exact. C'est un peu ta philosophie de vie. C'est voilà, mais c'est plus large que la prévention. Ça peut contenir la prévention, mais ça contient d'autres choses, d'autres vérités, on va dire, dedans. En fait, je voulais faire le parallèle de ta vie avec un parcours entrepreneurial parce que des fois, on est amené à faire des choses qui n'ont peut-être pas sens aux yeux d'autres. Il y a des rencontres qui sont signifiantes sur notre parcours entrepreneurial. Il y a des nouvelles choses qu'on souhaite apprendre et qui font rediriger notre business aussi parce qu'on a envie de creuser une discipline, etc. Il ne faut pas oublier que comme sur le chemin de la vie, comme nous l'illustre Colette avec sa trajectoire de vie, comme en entrepreneuriat, on est aussi en train de connecter et de se reconnaître dans nos propres expériences. C'est-à-dire, on collecte des informations sur nous-mêmes à chaque fois. Mm-hmm. On redécouvre qui on est. Et en fait, c'est ça la connexion que je trouve avec ce que tu dis. Comment on reconnecte? C'est toujours l'amour qui te guide quelque part. Il y a une pulsion, il y a quelque chose qui te dit « Ah, je veux aller là-bas, je veux ». Après, ça n'empêche que tu peux réfléchir, poser un cadre, mettre une structure, ne pas le faire n'importe comment. Mais il y a toujours quelque chose qui est plus fort que toi qui te guide, en fait. Et parfois, ça n'a pas de sens. Et tu le comprends après. Et jusqu'au moment où... jusqu'au moment, c'est jamais fini. Mais tu vois, c'est plutôt comme une spirale qu'une ligne droite. Des fois, j'ai l'impression de tourner en rond parce que je suis au même niveau, mais des fois, je change de niveau, je remonte. Et oui. Voilà. Oui, la vie, c'est pas une ligne droite. Ça, c'est clair. Et l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on n'est pas fait pour avoir une vie sur une ligne droite. Tu sais, moi, j'ai des personnes que je connais, ça fait des années qui sont dans la même entreprise, dans la même ville. Ils sont nés dans la ville et ils sont restés dans la ville.
Et je me dis, mais comment c'est possible? Même si, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Oui, ils sont bien là-dedans. Et, oui, 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 oui. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pareil. Je pense que c'est ça aussi qui fait que tu peux rester ouverte aux opportunités qui se présentent dans les de ton propre projet entrepreneurial. Même pour moi, ça me paraît de plus en plus évident que c'est l'entrepreneuriat qui me convenait le mieux. Parce que même quand j'analyse comment j'étais au sein d'une institution publique comme l'université, ben, j'étais dans un rapport entrepreneurial à la tâche. Tu sais, moi, j'avais pas, je supporte pas, je l'ai fait ici. Il n'y a pas si longtemps. C'est super intéressant ce que tu dis, ça résonne vachement parce que oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Je retiens juste ça. J'étais dans un rapport entrepreneurial à la tâche qu'on me donnait dans le corporate. C'est ouf parce que en fait là tu parles de quelqu'un qui réseaute dans l'entreprise, qui connecte avec des gens, qui va chercher des informations et aussi qui est force de proposition, donc c'est ça, c'est l'entrepreneur au sein de l'entreprise. Je crois que c'est ça, c'est moi qui m'a fait sortir de mon ancienne de ma vie d'avant de salarié. C'est parce que j'étais peut-être trop entrepreneur pour une boîte. Pour être dans une boîte. Et la gestion de ton temps, juste la gestion du temps. C'est moi, j'aime gérer la tâche qu'on attend de moi, la production qu'on attend de moi, la créativité, la réalisation. Il y a les solutions apportées, Mais que je le fasse à 3 heures du matin, un samedi, ou entre le lundi et le vendredi, entre 9 heures et 5 heures, moi, c'était pas ça les critères, c'est la tâche et tout ce que ça demande. Alors, oui, j'ai toujours eu, et je trouve que c'est ce qui est beau. Et puis, ça te donne une liberté avec des responsabilités, mais une liberté. Je décide de partir, à aucun moment, je n'ai un frein au niveau de ma liberté professionnelle ou ma liberté financière. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est la liberté de créer aussi. C'est-à-dire que tu te crées tes propres ressources, tes propres solutions, tu es dans la création illimitée. Donc pour quelqu'un qui a des valeurs de liberté, c'est clair. Mais je voudrais juste du coup finir et boucler notre sujet parce qu'avec Colette, on pourrait passer aussi une journée entière à discuter, avec un petit thé et puis voilà. Est-ce que tu aurais un mot de la fin par rapport à notre colonne vertébrale de cet épisode qui est se choisir en fait? Se choisir et faire des choix de cœur. Est-ce que tu as un dernier mot, une nouvelle sagesse à... Mais c'est un mot qui n'est peut-être pas sexy, mais c'est vraiment une décision. Pour moi, le terme, c'est que tu décides de te choisir. Tu décides qu'aujourd'hui, ta journée va être belle. Tu décides. Moi, c'est vraiment là. Et ça fait quelques années que j'ai compris que tout ça était une décision. Elle ne vient pas de l'extérieur, la joie. C'est moi. Tu décides de mettre ton sourire dans ta face. Se choisir, c'est pas valoriel. Tu comprends, valoriel, Dalila? C'est pas juste un leitmotiv, c'est très à la mode, c'est populaire. Non, c'est très réel. Et ça demande de l'action, mais ça demande d'abord une décision et tu te mets en action. Et l'engagement aussi envers soi. Oui, exactement, l'engagement. Mais s'engager, c'est décider, hein?
Et puis, ce n'est pas toujours joli, pas toujours facile, mais on le sait. On sait que c'est comme ça. Une pièce de monnaie, ça a deux faces. Ça n'a pas que la pile, ça a la face. Et là, on parle d'engagement et forcément, il y a le mot fidélité qui me vient. Mais en fait, on pourrait dire, oui, mais comment fidèle, regarde, comment tu peux dire que tu es fidèle, par exemple, alors que tu as quitté ton mari, tu es parti ailleurs, etc. Alors que l'idée, c'est vraiment, c'est justement d'être fidèle à un appel de son âme. C'est être choisir, c'est choisir son âme en fait, et être convaincu que ces choix-là, d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils font sens pour nous, puisqu'ils ont un dessein plus grand, comment dire, on ne peut pas faire autrement que de les suivre. Je sais pas. Fidèle, c'est fidèle à soi, hein, Dalila. Exactement, fidèle, c'est être fidèle à soi et ne pas se leurrer dans le fait de vouloir rester fidèle aux autres. Et dans la relation amoureuse, ce mot fidèle, il est tellement bargouiné de tout. On parle beaucoup plus de la fidélité à l'autre. Et parfois, on se nie pour être fidèle à l'autre. Exactement, tu as raison. Exactement. Ce qu'il y a, c'est beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus savoureux et ligné aussi. Quand on est fidèle à soi et que notre propre fidélité, on la partage à l'autre avec tout ce qu'elle comprend de façon de vivre. C'est un acte d'amour envers soi, en fait. Oui. Et du coup, comme c'est un acte d'amour qu'on pose envers soi, c'est forcément un acte d'amour qui va déborder sur les autres. Exactement. Exactement. Ou sinon, tu enfermes l'autre. Et tu t'enfermes toi-même. Tu enfermes l'autre. Donc voilà, te choisir, c'est beau. Ouvrir finalement. C'est se choisir, c'est loin d'être un acte égoïste, c'est ouvrir et s'ouvrir au monde. Oui, parce qu'on est dans un monde, on n'est pas tout seul dans nos cavernes. Donc on se choisit, mais dans un contexte social. Merci Colette. Merci pour cet échange. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Dans quelques jours, on est dans le même fuseau horaire, ça va sûrement nous permettre. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je vais peut-être venir aussi te voir en Espagne. Quand je passerai à Barcelone, je passerai te faire un petit. Oui. Merci Colette. Merci à nos chères auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire de Colette vous a inspiré, que cet échange a pu vous conforter dans votre façon déjà de vous vivre, ou alors de vous permettre de vous reconnaître, ou peut-être de vous autoriser à être davantage vous-même. Voilà. Et je t'embrasse Colette. Et je vous embrasse, chères auditrices, et au prochain podcast. Au revoir. Salut.